Des fois je pars profond, là. Ouais. Un peu trop, des fois. Et quand je m'écoute, je dis putain, pourquoi je suis parti trop loin comme ça, tu vois? Introducing his opponent, fighting out of the red corner, a striker, holding a professional record, 14 wins, 5 losses. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 170 and 1/2 pounds. Fighting out of Montreal, Quebec, Canada, Nordine Dolan. Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième podcast hors champ. Aujourd'hui particulier parce qu'on s'est déplacé directement au gym de l'invité d'aujourd'hui. Et c'est un ami, Nordine Taleb. On va commencer direct. Nordine, moi je te connais, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présentes toi aujourd'hui? Je m'appelle Nordine Taleb. Je suis né en France, dans le sud de la France, à Saint-Tropez. C'est là d'où on se connaît d'ailleurs. Hein. Voilà, moi, je suis plus connu pour mes prouesses sportives. Ouais. Donc, je me suis lancé dans les arts martiaux mixtes, le MMA. Voilà, j'ai performé dans la plus grosse organisation mondiale, qui est le UFC. Ouais. Et voilà, je me suis même retiré. J'ai fini ma carrière au UFC. À quel âge? J'avais 38 ans, 39 ans, quelque chose comme ça. Il y a un an, quoi. Non. En 2025, imagine déjà. Ouais. Il y a 6 ans déjà, c'est incroyable. Ouais. 6 ans. 6 ans, le temps. C'était où ton dernier combat? Le dernier combat, c'était à Abu Dhabi. Pas très loin, du coup, ça t'a... Ouais, c'est ça. Non, c'était pas très loin. Mais en fait, j'ai pas eu le retour comme il faut du combat. J'ai pas eu ce que j'espérais. Ouais. C'était une défaite. Ouais. Mais je veux dire, ça m'a ouvert la lumière sur comment la vie était ici aux Émirats. Ouais. Et en fait, ça a beaucoup influencé mon déménagement ici. T'étais jamais venu ici avant le combat? Non, Rien. Non. Mais t'es resté ici à Abu Dhabi, à Abu Dhabi à côté, et t'es venu à Dubaï quand t'as fait le combat? Enfin, t'as vécu un peu ici Oui, donc je me suis battu. Ouais. Je suis resté quelque chose comme 2 semaines sur le territoire. Et après le combat, vu que j'ai ramené ma famille avec moi, parce que je comptais célébrer, mais ça n'a pas marché comme le plan. Mais bon, on avait quand même quelque chose à célébrer, c'est pas grave, ça fait partie du sport. Donc ouais, on a fini sur Dubaï. Ouais. Pour 1 mois et demi, peut-être 2 mois. Ouais. Je pense 2 mois. On a passé 2 mois ici, après on a fait un retour en France rapidos. Et on s'est rendu compte qu'on a vraiment, vraiment beaucoup aimé Dubaï. Ouais. Et c'était en 2019, du coup. Ouais, 2019, 2020. Ouais. Et après, bon, il y a eu Il y a le Covid. cette histoire de Covid et tout ça. Et là, ça nous a pas mal ralenti pour notre déménagement à Dubaï. Donc, on a dû pousser jusqu'à la fin, quoi. T'étais où quand t'as combattu? Parce que t'es venu combattre ici, mais t'habitais où? Alors, j'avais un appartement à Cannes et en Espagne. Ok. Voilà. Et donc, sur le début du Covid, on était à Cannes. Et après... non, pas le début, juste avant. Ouais. Et en fait, j'étais parti en camp. Et après, on avait déménagé en Espagne. Ouais. Voilà. Et quand en plein Covid, on était en Espagne. Ouais. Voilà. Ça va. Et par contre, moi, j'étais bloqué au Canada. Comment ça, t'étais... Et parce que j'avais voyagé... t'étais en Espagne et t'as juste voyagé... avant. Ouais. Et ça a fermé 1 semaine après que... Les frontières ont fermé 1 semaine après que j'ai atterri au Canada. Ouais. Et d'ailleurs, toi, ta carrière a commencé au Canada, non? Moi, je la vois comme ça. Oui. Elle a commencé au Canada. Oui. Je pense que ma carrière, elle a commencé quand je suis né. Ouais. Parce que tout m'a dirigé vers les arts martiaux, tu vois. Mais oui, comme la vraie carrière sportive. Et voilà, ma profession. Les arts martiaux, t'as commencé quand? Tu sais, tu connais un peu la famille, hein, donc parce que moi, je sais avec que mon frère, tu vois. Tu faisais aussi de la capoeira. Oui, la capoeira, mais ça arrivait tard quand même. Ça arrivait à peut-être de 17-19 ans. Ouais, entre 17 et 19 ans, j'étais vraiment intéressé à la capoeira. Non, mais c'était beaucoup plus petit, tu vois, vers 3 ans, 4 ans. Mon frère était à fond, Kyokushin, Kung Fu et tout ça. Donc, voilà, j'essaie de marcher un peu sur ses pas là-dessus, tu vois. Donc, il me montrait. Donc, la piqûre
arts martiaux, Ouais. c'est mon frère. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais. Et la révélation des arts martiaux? La révélation comme quoi? Comme Comme, je voulais en faire une carrière et ouais, tout ça? vraiment un truc. Oh, ça arrivait tard. Ouais. Ça arrivait tard, ouais. Ça, c'est parce que... comment dire? En fait, tu sais, j'ai toujours été dans les sports un peu extrêmes et tout ça, tu vois. J'ai toujours aimé les arts martiaux, mais tu sais, chez nous, à Saint-Trope, bon, c'est dur de trouver des facilités pour pouvoir s'entraîner, tu vois. Donc, j'étais plus moto, jet ski, les choses snowboard, les choses comme ça. Et puis, c'est les amis que j'avais autour, tu vois, c'est ça qu'ils faisaient. Donc, voilà, il faut avoir des amis. Mais, comment dire? En fait, c'est lors d'un voyage, parce que j'habitais au Mexique pendant un moment. Ouais. Et donc, je vais rencontrer une femme. Et elle était canadienne et mexicaine. Et à un moment, voilà, elle a décidé que, OK, je vais repartir au Canada. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Donc là, voilà. J'ai dit, allez, on essaye le Canada. Donc, je suis parti. Et là-bas, je pouvais pas faire de moto. Tu sais, il fait froid et tout ça. Ouais, et j'habitais dans une ville, c'était Montréal, tu vois. Ouais. Donc, pas de moto, le surf, oublie. Tu vois, c'est pas comme au Mexique. Tu vois, alors là, à part les sorties dans la forêt ou des choses comme ça. Ouais. Puis c'est la ville, le béton, le concret, le métal, les gratte-ciel. Je connaissais pas ça. Tu sais, Saint-Tropez, voilà, il y a 2 étages maximum. Le Mexique, c'est pareil. Tu vois, je veux dire, tu sautes un peu à pieds joints, tu vois l'horizon. Donc, et voilà, le Brésil, pareil. Tu vois, je n'étais pas habitué à ça. Et puis, je n'étais pas attiré par ça. Tu vois, c'est vraiment la drive, on va dire, par amour, tu vois, que j'ai bougé au Canada. Et j'avais rien d'autre à faire. Et mon beau-frère de l'époque, il m'a dit, tu veux faire du MMA et tout ça, mais j'étais à fond sur le Pride et tout ça, tu vois, aussi. C'est vrai qu'il y avait le Pride à l'époque. Ouais, à l'époque, c'était pas trop UFC, non, c'était le Pride. Et voilà, et puis il m'emmenait dans ce gym-là, Tristar, tu vois. Le premier direct. Jackpot, tu vois, vraiment trop content. Et puis je suis arrivé, et puis voilà, j'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis j'ai été mordu, tu vois, vraiment. Et voilà, donc ça a commencé là. Tu t'es entraîné avec qui au Tristar? Parce que c'est la salle de Georges Saint-Pierre, c'est ça? C'est pas sa salle, mais c'est la salle où il s'entraîne. Ouais. C'est sa salle ou c'est juste la salle où il s'entraîne? Non, c'est juste la salle où il s'entraîne. Ah, d'accord. Okay. C'est la salle à Firas Zahabi, c'est le coach. D'accord. C'est le général coach. Un gars très, très brillant, très doué pour les arts martiaux et aussi très, très intelligent. Et donc voilà, c'était lui le coach et tout ça. Et puis lui, en plus, il était en transition parce que c'était aussi un peu un combattant. Donc quand je suis arrivé, c'était en 2006, il me semble. Et 10 ans. Ouais. 20 ans. 20 ans, poteau. 20 ans, poteau. Ouais. 20 ans. 20 ans. Et voilà, lui, il était un peu en transition entre qu'est-ce que je fais? Je me lance dans le combat pro, ou tu vois. Et c'est avéré qu'il il avait des partenaires d'entraînement qui étaient au-dessus de lui, qu'ils avaient déjà percé professionnellement. Et il a pris le rôle. Il a pris le rôle du coach, d'entraîneur. Ouais, il a pris le rôle d'entraîneur petit à petit. Puis ça a bien marché pour lui. Il était confortable avec ça. Puis il était très doué pour ça. Et non, ça a marché. Hein, il a été plusieurs fois coach de l'année et tout ça. Donc c'est une pointure. Jusqu'à aujourd'hui, il continue. Il continue, oui, bien sûr. C'est sa vie. Hein. C'est qui les derniers combattants qu'il a comme ça, vite. Qui sont aujourd'hui encore à la Aujourd'hui actifs. Il y a Nasrat qui est aujourd'hui actif. Olivier Aubin, mais il vient juste de se retirer. Et c'est de ton époque? Il y a des nouveaux, là, des petits nouveaux, des petites têtes. Mais je les connais pas encore. C'est l'autre génération en route. Tu vois. Et ta génération, il y avait qui? Ma génération, oula, il y avait Saint-Pierre, il y avait toi. Saint-Pierre, Rory McDonald, David Loiseau, Dennis Kang. Il y en avait tellement. Il a eu pas mal de petits combattants, quoi. Hein? Non, on était un sacré groupe. Ouais. Des fois, on était 30 sur les maths et tous des lions. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, c'est lui qui t'a fait rentrer dans tes premiers combats pro? Firas? Oui, depuis le premier jour, oui. Ah ouais. Depuis le premier jour, je suis resté vraiment fidèle avec.
Il y a eu un petit bout de route où je me suis un peu drivé tout seul parce que il était très occupé aussi avec Georges Saint-Pierre. Et puis ça, c'est nouveau aussi pour lui, tu vois. Donc, c'était beaucoup d'attention à donner à Georges, tu vois. Et puis Georges aussi, c'était nouveau pour lui. Ouais. Donc, c'était beaucoup d'attention à donner à Georges. Donc, j'ai dû un peu me débrouiller un peu tout seul. Mais il était toujours au gym, toujours en train de donner les coachs. Mais c'est plus niveau gestion de carrière, trouver des combats. Donc ça, j'ai dû me dépatouiller tout seul, tu vois, me faire des contacts et tout ça. Ça se passe comment, ça tu vois, c'est un peu dur à expliquer, mais comment dire Tu démarches qui tu vas... Comment c'est dire dans les gyms il faut, la plupart, ils font comme ça. Ça n'a pas été... Moi, je suis un peu plus atypique, tu vois. Mais la plupart, c'est ça. Il faut te trouver un manager, tu vois. Voilà, comme ça, tu peux te dédier totalement sur ta carrière. Ouais. Et voilà, un manager, ça aide. Ça te trouve des petits sponsors, des petits combats dans les organisations locales ou nationales, tu vois. Et voilà, ça te fait bricoler le temps que ta carrière, elle prend route, tu vois. Certains, ils avaient un travail à côté, tu vois. Voilà. Toi, c'était quoi ton premier combat? Premier combat en pro? Alors moi, c'était une organisation ou c'était... Oui, c'était une organisation, bien sûr, bien sûr. Ouais, il n'y a que ça. Ouais. Et donc moi, j'ai eu de la chance, en fait. C'est parce que deux de mes partenaires d'entraînement s'étaient associés ensemble. C'était David Loiseau et Steve Claveau. David Loiseau, j'étais son partenaire d'entraînement, son sparring partenaire d'entraînement numéro 1 à un moment. Et surtout à ce moment-là, tu vois. Puis lui, il croyait en moi beaucoup, tu vois. Et donc, comme lui, les deux ils se sont associés et ils ont fait leur organisation. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Mais voilà, ils m'ont dit, OK, Nordine, je pense que tu es prêt pour le pro. Là, voilà ton opportunité. Tu vois. Donc, il m'a donné ma première opportunité cool. De me battre, de performer. Tu es arrivé au bon moment dans le... Il n'y a eu que ça un peu dans ta carrière. Ouais, il y a eu vraiment... Ouais. Il y a eu des... Tu t'es enquillé à chaque fois. Ouais, j'ai réussi à m'enquiller à chaque fois. J'ai réussi à sortir mon épingle du jeu. Ouais. Des fois, on a été très fiers de moi. Des fois, on a été très fiers de moi. Des fois, on a été un peu déçus de moi. Mais tu sais, c'est dur de... Quand tu as une carrière comme ça, c'est dur de faire tout le monde heureux, tu vois. C'est quoi de déçu de toi? Genre des personnes qui t'aident, mais qui attendent beaucoup de toi en retour. Ouais, ils attendent que... Ouais. Mais tu sais, c'est quand même un sport individuel. Ouais, ils se projettent un peu et tout ça. Et ils n'ont pas tort, tu vois. Des fois, c'est payant. Mais des fois, tu vois, comme on a un peu des atomes libres, tu vois. Ça reste je ne fais pas partie d'une entreprise, je suis indépendant. Et donc, des fois, tu dois savoir jumper d'une opportunité à l'autre, tu vois, pour arriver à ton but. Tu vois, c'est un peu comme ça. Tu laisses un peu des gens déçus en arrière, tu vois. Donc, voilà. Et on essaye de faire au mieux, on n'aime pas ça décevoir, mais des fois, malheureusement, ça arrive. Ça fait partie du parcours. Aujourd'hui, tu es... de toute façon, ce qu'on vient de dire, c'est que tu étais basé à Dubaï. Toi, ce qui t'a amené... Tu as ouvert ta salle ici, ton gym. Et ce qui t'a amené ici, c'est vraiment après le combat, c'est vraiment ce moment-là qui t'a... Quand est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais vraiment m'installer à Dubaï et je vais lancer un business ici Écoute, on peut entendre Dubaï de l'extérieur, tu vois. Donc déjà, de l'extérieur, l'idée me plaisait, tu vois. Mais le fait d'être ici et de vraiment se rendre compte de ce qui se passe ici, tu vois, de comment les choses fonctionnent, c'est très addictif. Très, très addictif. Voilà. Donc, vraiment, c'est toute l'infrastructure Dubaï, UAE qui me plaît. Et aussi l'hospitalité arabe qui est dominante ici, tu vois. Et vraiment tout, on ne va pas tout parler des lois et tout ça, mais toutes les lois, comment elles sont faites, comment elles s'emboîtent. Et toi, ça fait plusieurs années que tu es là maintenant. Ça fait plusieurs années que je suis là, donc j'ai un petit recul dessus. Tu as vu l'évolution en plus. J'ai un peu l'évolution quand même. C'est vrai que ça va très vite. 6 mois ici, tu as un gratte-ciel qui pousse. Tu vois. Ça. Et que toi, tu as eu vraiment le avant, enfin, tu l'as vu avant Covid et tu l'as vécu après Covid. Quoi. Ouais, voilà. Et tu as pu voir cette différence aussi, que ça évolue très très vite. Il y a beaucoup de lois qui changent, il y a beaucoup de trucs qui... Ouais. Il y a des lois qui peuvent changer d'une journée à l'autre. Tu vois, ça arrive, c'est pas comme il n'y a pas de président, un vote tous les 4 ans. Tu vois, il y a un roi qu'on respecte. Tu
Mais non, mais ici, tout tourne rond. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ouais. Voilà. Il y a un prix à payer, c'est cher, Dubaï. Hein, c'est pas pour les petits portefeuilles, tu vois. Au budget, je conseillerais à personne de venir ici avec un petit budget, tu vois. C'est difficile. J'en parlais la dernière fois, on en parlait, on disait il faut quand même avoir bien de côté pour démarrer. Moi, je dirais que voilà, pour venir à Dubaï, il te faut 6-8 mois d'avance. Ouais. Pour voir les choses arriver, tu vois. Des fois, ça arrive d'une journée à l'autre, tout peut changer. D'une journée à l'autre à Dubaï. Mais au moins, tu es tranquille. Au moins, tu es tranquille. Tu as l'esprit tranquille. Tu peux démarcher, tu peux aller chercher des trucs. Si tu es tenu par l'argent et tout ça, tu dois payer ton loyer après et tout. Je pense que la pression, ça ne te fait pas voir les bonnes opportunités au bon moment, tu vois. Ouais, c'est bien d'avoir ce côté, ce petit matelas confortable. Ouais, il faut pas se reposer là-dessus, mais il faut l'avoir. Tu vois, c'est bien pour la peace of mind. Ça a été quoi ton premier travail ici? T'as ouvert directement le gym? Non, non, quand je suis arrivé ici, donc déjà, je ne me suis pas installé dès la première fois. Hein. Je suis resté 2 mois, je suis reparti en France. Après, il y a eu le Covid et tout ça. L'Espagne, Canada. Et je suis même passé par la Russie. Ouais. Et depuis la Russie, en fait, je suis arrivé, T'étais en Russie à Dubaï. avant, ouais, j'étais en Russie, presque 1 an. À Moscou. Et ouais, en fait, c'est de là-bas à ici que je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, j'avais un contact. Ouais. Okay. Un ami que j'ai rencontré en Thaïlande, un combattant aussi. Et donc, lui, il avait fait son gym dans un autre gym. D'accord. Tu vois, il avait fait sa petite capsule. Petite partie. Arts martiaux dans un gym de CrossFit, genre. D'accord, ok. Et donc voilà, il m'a dit, oh, Nordine, tu viens à Dubaï, ici et ça. Passe. Tu sais, passe, ça fait plaisir. Ça. Je suis passé. Et puis là, il y avait des personnes vraiment très excitées de me voir, tu vois. Et puis, ils me demandaient des conseils, ici et ça. Hein. Et je suis revenu 1 jour, 2 jours, 3 jours. Hein. Et puis, à un moment donné, mon ami, il m'a dit, écoute, il y a du monde qui est venu me voir, ils n'osaient pas venir te voir, mais ils me demandaient si tu pouvais les entraîner et tout ça. Je dis OK. Et là, j'ai commencé à entraîner du monde dans son gym, tu vois. Et puis, d'un bout à l'autre, c'est venu que ça prend. Et puis, ça a fait du sens pour moi d'ouvrir mon propre gym et faire mes propres choses, tu vois. Ouais, parce que tu as dit ça, ta carrière, toi, tu as fait le Canada, tu as commencé au Canada, tu as été en Thaïlande. Oui, c'était une période comme on va aussi. dire milieu plus fin de carrière, tu vois. Ouais. Voilà. C'est quoi que tu allais chercher en Thaïlande? En Thaïlande, j'ai voulu améliorer mon striking, tu vois. Au Canada, on est quand même très, très focus sur de la stratégie, mais c'est beaucoup sur le grappling, tu vois, la lutte, grappling, le contrôle au sol et tout ça. Donc, j'arrivais quand même à faire mon striking. J'avais mon coach de Muay Thai au Canada et tout ça. Mais il me fallait, si j'avais envie de faire un impact, il me fallait un autre truc, tu vois. Il me fallait quelque chose de plus. Et comme on dit, l'environnement, quoi. Et l'environnement aussi, tu vois. Donc, et j'étais un fan de Muay Thai, tu vois. Et donc, j'ai dit, OK, pourquoi pas, tu vois. Et je suis parti. J'ai dit, je vais essayer 1 mois, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et j'ai eu la piqûre, un peu comme tout le monde qui va en Thaïlande. Tu te laisses séduire par le pays, la température, la clémence, tu vois, le easy going, tu vois, tout va facile. Et voilà. Et puis, j'ai été super bien accueilli au Tiger Muay Thai. Ouais. Comme vraiment, j'étais accueilli vraiment comme un roi, tu vois. Ils m'ont mis vraiment à l'aise. Et donc voilà, j'ai décidé de... T'es resté combien de temps? T'es parti pour 1 mois? En faisant des petits... En 1 mois, je suis parti et je suis revenu après 2-3 mois après. Ouais. Et t'es resté plus longtemps? Ouais, là, ça s'est tiré sur 2 ans, quelque chose. Ouais. C'est toujours ça, c'est toujours la petite... Le petit truc, on fait un peu Dubaï, au final, on s'y installe. C'est ça. Ouais, moi, mon histoire, c'est un peu comme ça. Hein. Pareil pour le Mexique. Pour le Canada. Arrivé. Tu vois. Un peu pareil pour l'Espagne. Tu vois. C'est un peu comme ça. Je teste l'eau, tu vois, et puis hop, OK. T'as trouvé quoi en Espagne? En Espagne, c'était surtout pour mon fils. Ouais, pas, ça n'a rien à voir avec le sport. Non, rien à voir avec le sport et tout ça. Non, c'était surtout pour mon fils. C'était vraiment pour mon... je commençais à planifier mon après-carrière, en fait. Ouais. Et mon après-carrière, bon, c'est ma vie familiale. Hein. C'est pas que moi, professionnellement et tout ça. Ouais. C'est comment
que mon fils va aller à l'école et tout ça, son évolution, tu vois. Et ce qui m'a séduit, donc c'était à Valencia, c'était les écoles, tu vois, et des super belles écoles et qui te dirigent vers le sport depuis très jeune âge. Ça n'a rien à voir avec nos écoles en France. Rien à voir. C'est des campus avec des programmes sportifs poussés, tu vois. Et puis ils les font essayer le tennis, le foot, tu vois. Et puis ils voient où c'est qu'ils ont le plus d'habilité. Et puis hop, après ça discute avec les parents et ça dirige, tu vois. C'est bien. Ouais. Donc je voulais que ça parte comme ça, tu vois. Puis on avait commencé. Et puis bon. Voilà. Le Covid a tout changé. Ça pris un angle à 90 degrés. Ouais, c'est ça. Soit ça te fracasse, soit ça t'ouvre à autre chose complètement. C'est ça. Là, ça m'a complètement ouvert à autre chose où vraiment je m'y attendais pas, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai une question que j'aime bien et qui représente un peu mon parcours de cinéma. Si on devait regarder ta vie sous un angle cinématographique, ça serait quoi le pitch de Nordine Taleb, le film? Ça peut commencer dès l'enfance. Hein. C'est l'histoire d'un petit garçon qui. Tu le pitcherais comment? Ce serait quoi, toi, ton pitch? C'est difficile à dire. Hein. J'ai du mal à me voir comme ça. C'est le avant, la vie normale, l'élément déclencheur, l'envie, l'objectif et le après. Dans le milieu sportif? Dans tout. Dans toute ma vie? Dans le Nordine. C'est un peu comme le pitch. Comment dire? Tu connais la chanteuse Kenny Arcana? Oui. Voilà, à la vibe Mektoub. Ouais. Voilà. C'est des signes avant-coureurs, tu vois? Ouais. Je suis très, comment dire, je veux dire à la Van Damme, aware. Ouais. Tu prends un petit garçon qui grandit et qui suit, qui se laisse emporter par. Ouais, qui se laisse emporter. Tu vois, j'ai eu la chance aussi, tu vois, avec mes parents, tu vois. Ils t'ont pas. Ils m'ont pas bloqué, ils m'ont toujours laissé m'exprimer. Tu vois. Aussi parce que aussi ils étaient vraiment très occupés. Ils n'avaient pas trop le temps non plus de vraiment de se mettre sur moi, tu vois, autoritairement et tout ça. Puis j'ai 4 frères et sœurs au-dessus de moi. Donc, comme je suis le dernier, je suis un peu le petit qu'ils ont laissé tranquille, tu vois. Donc, en fait, ça m'a permis de vraiment pleinement m'exprimer dans tout ce que je voulais faire. Donc, on serait le petit garçon qui grandit avec des frères et sœurs, qui s'inspire un petit peu des frères et sœurs aussi de leur parcours. Parce que tu m'as dit ton frère, tu t'inspires un peu, c'est ce qui t'a piqué dans les arts martiaux. Et l'élément déclencheur du personnage qui évolue, ça a été quoi? Le truc qui a donné qui fait changer qui t'a fait passer dans ce parcours-là de combat. De combattant? Ouais. C'est difficile à dire. Hein. C'est vraiment interne. C'est pas un truc que j'ai fabriqué. Il n'y a rien qui t'est tombé dessus, un truc qui t'a donné envie Non, parce que j'ai toujours envie de faire ça. Tu vois, j'ai toujours envie. Donc c'est un rêve d'enfant, on va dire. C'est pas mal un rêve d'enfant, tu vois. Ouais. Mais tu sais, voilà, mon frère, il me lavait le cerveau aux films d'arts martiaux, tu vois. Jackie Chan, Van Damme, Bruce Lee. Donc, ces gars-là, ils font que de se battre. Tu vois ce que je veux dire? Je les ai vus aussi. Vraiment, c'est du brainwash et j'ai vraiment... on t'a implanté une graine d'un on m'a implanté une graine qui a germé. Et au moment opportunité qui s'est présenté. Opportunité, boum, j'ai enquillé, tu vois. Et puis, je me suis vraiment senti confortable dedans. C'était pas comme... tu sais, j'ai pas eu la sensation de peur. J'ai pas eu la sensation de risque. Tu vois, j'ai jamais mesuré les risques. Quand tu étais en combat, tu peux pas de toute façon. Mais combat, avant combat, le combat, c'est rien. Un combat, c'est 15 minutes. C'est rien, 15 minutes. Je combat 5 heures par jour. C'est que les gens, ils voient ça de l'extérieur. Ils sont tarés. Les risques, eux voient les risques. Mais quand tu es dedans. D'ailleurs, hier, il y a eu les combats du UFC. Toi, t'en as pensé quoi? C'est quoi les résultats d'ailleurs? Résultat, ok, il y avait deux Français qui se battaient, Nassourdine et Ziam. Donc les deux, ils ont eu beaucoup de succès hier soir. Ils ont gagné. Nassourdine, les deux, ils ont gagné, un par décision, mais en dominance pour Ziam, qui rentre dans le top 15 maintenant, je pense. C'est Français, très bien, un Français en plus, Français-Algérien.
C'est respect, c'est bien. Je suis content. Là, tu vois, la relève, la relève est sûre. Et Nassourdine Imanov, il a battu quand même Adesanya. Adesanya qui est une star du UFC. Donc là, ça va lui faire prendre toute une autre perspective dans sa carrière. Ça peut vite changer comme ça, un moindre. Là, ça a changé combat, pour lui. Non, là, il va avoir un changement du tout au tout. Là, ok, la terre entière sait qui est Nassourdine. Et Ziem aussi, par la même occasion. Et donc voilà, bon, Nassourdine, il a déjà été testé, mais là maintenant, c'est autour du petit Fares qui va se faire tester avec les loups du top 15. Mais là, il a montré une grosse évolution de sa personne. Il a beaucoup évolué en tant que combattant. Une évolution énorme. Il peut tout faire. Il peut vraiment. Il a quel âge ? Il peut lutter, il peut jiu-jitsu, il peut striker. Il a quel âge ? Je pense qu'il est en dessous de 30 ans. Je ne sais pas son âge exactement, mais je ne pourrais pas dire. Grosso merdo, entre 25 et 30, je pense. Ouais. Donc il est bien. Très talentueux. Il a encore de la marge. Il a encore une grosse marge de progression à faire, mais il a énormément progressé. Énormément. T'en as un qui est venu s'entraîner chez toi, là, qui a combattu hier aussi. Oui, il n'a pas gagné. Oui. Mais... Non, il n'a pas gagné, le pauvre. Il se battait contre Page, donc c'est Charaboulette. Okay, donc il se battait contre Venom Page. C'était la donc carte. Je pense qu'il était un peu trop pour lui. Venom Page était un peu trop rapide. Tu vois, les combats font le style, tu vois. Donc je pense que le clash des styles, c'était un peu trop pour Charaboulette. C'est sa première défaite. Il était 15-0. Ah oui. 15-0, ouais. Donc là, il est 15-1. Sa première défaite, on va voir comment il va l'absorber. Donc il était venu s'entraîner à mon gym un mois avant le combat. Donc le dernier mois, il était par ici avant qu'il parte pour l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc il est venu, il était là avec son équipe. On a un peu échangé, on a même fait un petit peu de sparring, on a échangé des techniques et tout ça. Ça fait quoi de refaire un peu de sparring avec des gens qui sont encore dedans Bah écoute, lui c'était le nouveau top 15 et puis moi je suis l'ancien top 15, tu vois, donc c'était intéressant. C'était vraiment intéressant, parce que moi je me considère quand même off complètement, tu vois, je suis quand même je suis retiré, vraiment retiré, je m'entraîne plus trop. C'est péjoratif, avant je m'entraînais 5 heures par jour. Là je dois m'entraîner peut-être 1 heure par jour. Donc c'est pas. Ça peut résonner beaucoup pour certains. Mais pour certains, il fait déjà trop. C'est ça. Et puis l'intensité n'est pas là, tu vois. Je fais un peu ce que je veux, tu vois. T'as pas d'enjeu derrière. 3 tractions, un peu de jiu-jitsu, tu vois. Voilà. Et rien de méchant, quoi. Mais je mets plus d'intensité, je brûle plus ma flamme, tu vois. Je garde ma flamme pour d'autres choses, tu vois, pour le business, pour la vie de famille. Tu l'as senti la flamme de combat avec lui quand j'étais je sparais. Oui. Oui, parce que bon, je sais comment est un combattant dans sa tête un mois avant un combat. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, étant donné que je sais ça, donc oui, j'ai eu un petit kick d'adrénaline, un petit shoot d'adrénaline au début, qui s'est un peu apaisé après quelques minutes. Mais bon, il est très bon, il est quand même assez, tu vois, il est très technique et il frappe fort quand même. Donc j'ai eu des réveils de temps en temps qui m'a ramené mon adrénaline. Et ouais, donc ça m'a vraiment poussé à bien rester sur mes appuis, un œil plus averti, tu vois. Comment dire, rester sur l'œil qui vive, vraiment. Tu vois, à un moment, je me suis juste un petit peu reposé sur mes lauriers, à bouger un peu à droite, à gauche comme ça. Et là, et puis ça a pris. La séquence a peut-être duré 5 secondes où je me suis un peu relâché. Puis bam, j'ai pris un coup, j'ai pris un high kick dans la tête et ça m'a coupé en bas de l'œil, tu vois. Léger. Lui, il a senti le truc de relâchement. Lui, il a l'instant. Il a senti le relâchement, il y va. Tant que j'étais dedans, ça allait. Je me suis relâché peut-être 10 secondes, tu vois. Puis bam, j'ai pris le kick, tu vois. Et comme donc, quoi, ça va vite. Ça va très vite, Ça peut tourner au cauchemar. C'est pour ça, t'as une carrière, en fait, t'es sous pression tout le temps. Entre, déjà, tu disais, les personnes qui sont derrière toi et qui attendent de toi que tu réussisses. Toi qui veux réussir absolument, tu veux gagner tes combats, t'es dedans, tu veux augmenter. Tu as des moments de doute que tu as eu,
t'en as parlé à personne ou que personne n'a entendu parler de ça, des oui, moments vraiment. Oui, il faut. Ça fait partie de tous les combattants, ça. On a des moments de doute. On va dire qu'on est en confiance ici et ça, hein, mais on se ment un peu à nous-mêmes. On a nos phases de doute. Et on peut se faire bouffer par ces doutes-là. Tu l'as quand tu l'as plus dans les débuts de la carrière, au milieu? Ah non, moi je parlais par combat. Ouais, par ces combats. Donc, les phases, c'est plus par combat. Par combat, ouais. Ouais. Donc quand tu reçois la nouvelle que tu vas te battre et contre qui, tu vois. Donc à chaque combat, tu as tes moments de doute, quoi. Ouais, non, à chaque combat, tu reçois le nom. Ouais. Là, tu as ton cœur qui bat, tu vois. Tout, tu vois. Et là, tu regardes le nom, si ça. Tu parles à tes coachs, tu es super excité, tu vois. Et tu as l'adrénaline, là. Tu vois. Et moi, quand j'ai le nom de mon adversaire, les 2-3 jours qui suivent, je dors pas bien. Ouais. Tu vois, je dors pas bien. Mais c'est pas le mal, c'est l'adrénaline. Ouais. C'est un mélange d'excitation et excitation. Et puis je sais ce qui m'attend. C'est surtout le camp d'entraînement qui m'attend, qui me met la pression, tu vois. Et après ça s'apaise. Après tu te recentres et tu te concentres sur ce que tu as à faire, tu vois. Ouais. Voilà. Et après. Là, ta confiance, elle monte. On va dire qu'un camp basique, c'est, on va dire, 6-8 semaines. Tu vois. Donc là, ta confiance, elle monte. Puis plus tu arrives vers la fin, plus tu commences à avoir un peu de doute. Ouais. Tu vois. Enfin, pour mon cas. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est pareil. Tu mets tellement d'énergie, de trucs comme ça, que tu as peur de la descente, en fait, de ce moment-là. Ouais. Entre tout l'effort que tu as fait. En fait, moi, mes craintes, c'est pas vraiment le gars de me battre. C'est est-ce que j'ai assez travaillé ma boxe? Est-ce que j'ai assez travaillé? Tu vois, est-ce que j'ai bien bossé, quoi? Tu vois, c'est surtout la peur de ne pas performer que de perdre. Ouais. Tu vois, c'est de ne pas performer, tu vois. Ouais. Parce que perdre, tu sais que il faut un gagnant, il faut un perdant. Il faut un gagnant, il faut un perdant, bien sûr. Tu vas tout pour, mais c'est plus dans... On a beaucoup de regrets comme ça, plus dans le côté où on n'a pas pu donner à fond ce qu'on voulait, ce qu'on avait. Et on sait qu'on pouvait aller plus loin, en fait, et t'as pas donné tout ça. C'est ça qui est frustrant plus que de perdre quand t'as été à fond, quoi. Exactement. Ouais. Et t'as cette période-là, donc avant le combat, tout le monde voit le show, l'excitation, l'adrénaline, t'es dedans. Quand t'es dedans, que t'arrives dans la cage, tu vois plus personne. T'es focus. Non, t'es dans ton truc. Ouais. T'es dans ton truc. Ouais. Tu peux avoir l'ambiance de la salle qui te monte l'adrénaline, mais... En fait, l'ambiance de la salle, je l'entends dans les vestiaires. Ouais. Mais dès que j'arrive derrière le rideau, avant de rentrer dans l'aréna, c'est pratiquement du silence. Ouais. Bon. J'entends plus de la même façon. Ouais. Je sais qu'il y a du bruit. Je suis pas fou, oui, tu vois. Je suis pas comme dans le Grand Bleu, tu vois, je veux dire. Mais je suis vraiment dans une zone, d'une zone de concentration intense. Et voilà, je sais qu'il y a du bruit autour de moi, mais j'entends pas. Ouais, et je le vois pas non plus le monde. Ouais. Je sais qu'il y a du monde autour, mais je le vois pas. Je vois que le tunnel. J'ai une vision tunnel. D'un seul coup, j'ai un moment de lumière devant la cage où je me rends compte que ouf, je suis arrivé devant la cage. Tu vois, boum, là je me fais mettre la vaseline et tout ça. Là je suis lucide. Dire au revoir à mes coachs, je suis lucide. Au moment où je mets le pied, parce qu'il y a comme 3-4 marches pour monter sur la cage, au moment où je mets 1-2 pas, je suis plus là. Et je le sais, tu vois. Et je le sais, mais après, tu vois. Ouais. Tu t'en rends compte après. Ouais. Là je suis plus là. Et là je rentre dans la cage. J'ai encore un flash de réalité. Ou parce que la cage est très éclairée, tu vois. Donc j'ai un flash de réalité où je vois mon adversaire, et puis d'un seul coup, bouf. C'est des moments comme ça qui arrivent. Ouais. Et puis ces moments-là, il ne faut pas que ça arrive au milieu du combat. Ouais. À chaque fois que c'est arrivé au milieu du combat, j'ai pris des coups. Ouais, c'est comme tu disais là pour l'entraînement, tu te relâches 2 secondes où tu es un truc comme ça, tu te reçois direct une décharge, quoi. C'est ça. Dès que tu relâches un peu. Ça m'est arrivé sur mon dernier combat. C'est ça qui t'a fait, qui t'a fait perdre. Ouais. Parce que je dominais le combat. Ça se voit clairement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, c'est pas vraiment quoi, mais c'est mental. J'ai eu j'ai eu des coupures de concentration. Tu vois. C'est à cause que j'ai pas eu mes 3 dernières semaines, j'ai pas eu de camp d'entraînement. Mes 3 dernières semaines. Parce que je me suis fait travel ban, bannir de Thaïlande. Et on m'a sorti du pays. Et on reviendra là-dessus peut-être sur un autre podcast. Mais je me suis fait sortir du pays. Et donc je me suis retrouvé
3 semaines avant un de mes plus gros combats, j'affrontais un tueur. Ouais. Tu vois, il avait 80% de KO dans sa carrière, tu Ouais. vois. Il avait beaucoup de combats. Puis entre ça, entre travel ban et en même temps, enfin, tu as ça en plus en tête, plus tu n'as pas l'entraînement et Ouais. tu n'as pas les trucs. Ouais. Oui, c'était ouf. ça Et joue. ouais, pas qu'à l'entraînement, pas de facilité, pas mes coachs pas là, Ouais. mes partenaires d'entraînement pas là. La seule chose que j'ai été capable de gérer, c'est ma coupe de poids, tu vois, et maintenir mon cardio et tout ça, mais le niveau de stress et tout ça. Donc voilà, ça a beaucoup joué sur ma carrière. C'est simple, pour être vraiment honnête, quand je suis arrivé au combat, c'était qu'est-ce que je fous là? Je veux dire, qu'est-ce que je fous là? Ça. Je suis pas prêt. Tu te sentais pas prêt. Non, qu'est-ce que je fous là? Mentalement, physiquement, j'ai toujours été une machine, vraiment une machine. Quoi. Mais voilà. Et puis je me souviens, tu vois, en parlant de Fares, lui c'était son premier combat au UFC. Ouais. Tu vois. Et au moment où je me souviens toujours de ce moment-là, au moment où j'étais derrière le rideau, prêt à partir, j'ai essayé de trouver ma concentration, j'ai essayé de, tu vois. Et puis il y a lui qui arrive de côté. Et puis il vient me serrer dans ses bras. Ouais. Et puis il me dit bonne chance Nordine et tout ça. Vas-y, tu sais. Je me souviens. Ouais. C'est son premier combat au UFC. Et voilà pour l'anecdote. Ouais. Mais j'arrivais pas à rentrer dans la bulle. J'arrivais pas à rentrer. Ouais. Moi, je suis rentré, j'ai fait tant bien que mal. J'ai eu mes moments. Bon, quand je suis en face de quelqu'un, voilà, les premiers échanges, ils partent. Ouais. Voilà, boum, t'es dedans. Mais le manque. Ouais. Il y a eu des moments, j'ai eu des manques de concentration, Et ça n'a pas. Ça n'a pas loupé sur le. Ça n'a pas loupé. C'est un tueur, le gars. C'est un tueur à gage. T'es obligé d'être concentré tout le temps pour réussir. Là, pas... Et puis 3 semaines sans camp d'entraînement avec tous les. C'est énorme. On s'en rend pas compte. Enfin, personne ne dit 3 semaines. 3 semaines, c'est simple. C'est, on va dire, une moyenne de 4 heures par jour. Tu vois, tu multiplies ça par 6 jours semaine. Et même si tu fais 3. Même si tu fais tes entraînements, toi, à côté de ta manière ou des trucs comme ça, c'est pas la même chose. C'est pas un fier. C'est comment dire, ta zone de confort. Tu vois, tu dois être avec ta team. Tu te rassures. Comment dire, tes partenaires, c'est aussi des indicateurs pour toi, tu vois. Ouais. Parce que tu sais ce qu'ils sont capables de te faire. Et puis si tu te rends compte que là, tu es en train de prendre le dessus sur eux, ça veut dire que tu sais que tu es en train de progresser, tu es en train de piquer vers ton pic d'énergie pour arriver au combat, ce qui est normal de passer au-dessus de tes partenaires d'entraînement à ce moment-là, tu vois. Donc j'avais pas ces indicateurs, j'avais pas ces indicateurs ici et ça. Et voilà, donc non, ça n'a pas payé. Puis voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, mais à la fin, ça m'a amené ici, quoi. Ouais, c'est pas plus mal aussi. Non, sur le long terme, voilà, quoi. Tout a une raison, tu vois. Oui, c'est ça. Elle fait mal, mais tout a une raison. Et donc, tu as cette partie-là où tu es hyper focus, enfin, où tu entends toute l'arène avant d'aller au combat, tu entends tout le monde. T'es dedans, quand tu arrives dedans, t'es focus à fond, t'entends plus personne. Sauf le dernier combat. Sauf le dernie combat où tu voyais tout. Je voyais tout. Les gens qui m'encourageaient et tout ça, machin, et tout, je voyais tout. Non, moi, je vois pas tout ça. Ouais. Je vois pas tout ça. Ouais, même les caméramans, je les voyais. Les fils par terre, je les voyais. Est-ce que t'allais filmer avec eux? Ouais, c'est comme... Attention, le câble. Non, c'est trop conscient, tu vois. Ouais, il faut pas. Et comment tu te retrouves la veille au soir d'un combat? C'est quoi, toi? La plupart du temps, bon, j'ai eu des nuits, j'ai eu des moments exceptionnels, j'ai eu pas mal de combats, donc j'ai eu des moments où vraiment j'ai dormi comme un bébé, vraiment serein et tout ça. L'adrénaline est venue que le lendemain, mais j'ai eu des soirées où l'adrénaline était là, omniprésente, elle me lâchait pas toute la semaine et à passer des nuits blanches. Donc j'ai fait beaucoup de combats, je pense une grosse moitié de ma carrière en faisant des nuits blanches. Donc nuit blanche, vu que je me bats tard. Donc, c'est des grosses nuits blanches. Parce que je me lève le matin, comme à 9-10 heures, on va dire. Je veux dire, il y a toute la journée. Et après, il y a la pesée, l'adrénaline de la pesée. Tu dors pas. Donc, c'est plus que 24 heures. Quoi. Et tu as eu la période aussi émission UFC aussi. Ah oui, c'est vrai. Des fois, je l'oublie ça. Moi aussi, ça m'est revenu. Là. Je me suis dit, oui, tu as eu des combats comme ça du jour au lendemain, mais tu as eu l'émission aussi où c'était le Canada contre Ultimate Fighter. Et là, et là, c'était quoi? C'était deux équipes, et ça se passait comment
les combats et tout ça, c'était. Tu vis dans une maison et peut-être la nouvelle génération, ils connaissent pas ça là. Ouais. Mais ils ont voulu faire une télé-réalité, on va dire. Ils ont fait une télé-réalité des combats. C'est un moment qu'ils avaient fait des séries 1, série 2, série 3. Tu vois, ça fait un moment qu'ils le faisaient. Ça se passe comment au niveau des combats? Au niveau des combats, tu te bats en interne, tu te bats dans un hangar. Il n'y a pas de public, il n'y a rien, il n'y a que tes partenaires d'entraînement et tes coachs qui sont là et l'équipe adverse. Donc 2 teams assis sur un banc et assis sur un autre. Et voilà, les match-ups ils sont faits. Et voilà, on vit 6 semaines. C'est qui ces personnes qui. Dans une maison isolée avec des micros, des caméras partout. C'est ouf, télé-réalité. Mais t'as un gagnant ou c'est l'équipe? Non, t'as un gagnant, non. Ah, t'as un gagnant. Non, t'as une équipe, mais à la fin, t'as un gagnant. Il y a même, dans mon cas, moi, il y a des trois combattants. Non, ça fait 6, 3 combats. 6 combattants qui sont battus l'un contre l'autre de notre propre équipe. Ah ouais? Alors qu'on s'entraînait ensemble, on vivait ensemble, on avait les mêmes chambres, on partageait le lit d'à côté. Parce que votre équipe a gagné le plus de combats, donc du coup, ils ont dû tomber ensemble. C'est ça. À un moment, il faut que ce soit limité. Il faut un gagnant et un perdant. Donc le gagnant, il faut qu'il vienne de quelque part. Bon, c'est pas forcément un gagnant de mon équipe et de leur équipe. Ça peut être 2 de notre équipe en finaliste. Donc c'est arrivé comme ça. C'est une ambiance spéciale. C'est assez lugubre. Franchement. Oui, parce que tu choisis pas. On n'aime pas ça. C'est pas le... Moi déjà, j'aimais pas ça. Parce que je suis vraiment anti te battre contre un partenaire. Un ancien gars contre qui tu t'es battu, qui devient ton partenaire, c'est bien, je trouve. Oui, ça montre l'évolution du truc. C'est génial. Et puis on lit nos forces après, tu vois, c'est comme un film, tu vois. Mais faire partie de la même équipe et se battre l'un contre l'autre, c'est dur. Moi, de le voir de l'arrière, ça m'est pas arrivé. Mais de le voir, franchement, ça me donnait des boules au ventre, de nausées. En plus, je connaissais les 2. Tu sais et pas, voilà. tu sais pas qui, non, qui je prends pas. Non, je prends personne. Je prends personne. Non, jamais. Même si je préfère un que l'autre, je n'aimerais pas. Mais c'est l'équipe, tu vois, c'est comme ça. C'est comme une équipe de foot, tu vois. Donc c'est pareil. Et là, voilà. Donc ils se sont déchirés. Et voilà. Et comment tu fais après une victoire ou une défaite pour revenir à la réalité? Est-ce que tu as Est-ce que toi, tu as une routine déjà? Ouais, j'ai une routine. Tu as une routine qui te permet de te remettre dans le truc parce que tu rentres, tu dis, tu as un camp quand même de 6-8 semaines où tu es complètement focus et tout. Tu es en immersion complète. Voilà. Après, tu gagnes, tu peux avoir l'euphorie d'avoir gagné. Tu perds, tu peux avoir la descente aussi. C'est le plus haut des hauts et le plus bas des bas. Ouais, c'est ça. Et comment tu fais derrière, toi qui as vécu les deux en plus? Tu as eu des bonnes victoires. Ok. Quand même, moi, j'ai eu mes moments. Même les défaites, elles m'ont fait rebondir plus fort. Des fois, tu apprends beaucoup plus de tes défaites ou de blessures ou des choses comme ça, des côtés négatifs dans une carrière comme ça. Tu en apprends beaucoup plus que quand tout est rose, tout est beau. Tu vois. Comme tu dis, là, le dernier combat, tu sais que tu n'as pas le droit d'être. Non. Tu n'as pas le droit d'être ailleurs que sur le combat. C'est ça. Tu sais que c'est le truc que si un jour tu devrais refaire, il ne faut pas que ça arrive. C'est délicat quand même. Mais j'ai une petite routine, c'est que plus ou moins où je suis, il faut que je voyage le lendemain de mon combat. Donc souvent, je me bats le samedi et le lendemain matin, on a un avion booké et puis tu retournes chez toi. Donc ma routine, la plupart du temps, c'est voir ma femme, tu vois, célébrer avec elle ou réparer les bobos avec elle. Après, l'autre jour, je vais voir mes partenaires et mes coachs. Tu vois, je passe au gym et tout ça. Donc voilà. Et après, de là, je disparais. Voilà, je disparais, je déconnecte complètement. Je pars en voyage, tu vois. Je pars en voyage. Je veux pas entendre parler de combat. Je veux pas. Et franchement, j'en oublie que je suis combattant. Tu vois. J'en oublie. Je repars dans. Passer sur autre chose. C'est comme s'il y avait une fin d'un coup. Ouais, c'est ça. Bon, la fin du film, tu vois. Et je décroche complètement. Et ça m'aide, ça, tu vois. Alors, des fois, j'ai besoin d'une semaine, ça suffit. Des fois, 2. Mais vraiment, je m'écoute là-dessus. Tu vois, vraiment, je m'écoute. Et après, il faut revenir doucement. Tu vois, il faut revenir doucement. Et tu penses que c'est la plupart des routines que les gens ils font dans ce métier à partir d'un certain niveau. En fait, il faut se découvrir dans la carrière, tu vois. C'est sûr qu'au début de carrière, tu es tout en fou, tu vois. Et puis, tu te rends compte... Il y en a qui se rendent compte que, comment dire, le feedback des autres. Tu vois, donc ils se font happer par ça. Tu vois, alors, ils courent à droite, ils courent à gauche, ils se font inviter quelque part, ils se font inviter autre part.
mais ça te brûle, tu vois, et Ouais. puis ils se rendent pas compte parce qu'ils sont encore dans le shoot Ouais. de la victoire ou quoi que ce soit, tu vois. Ils tastent, comment dire, ils goûtent à la fame, quand Ouais, tu dis, à la la célébrité, ils célébrité, commencent à ouais. goûter Ouais. la célébrité, mais à tous les niveaux, même une Mm. petite célébrité, c'est, tu vois, Ouais. comme je disais, il y a pas de petite victoire. Je me souviens de ma victoire en tant qu'amateur, c'était autant de bonheur et tu vois, C'est ça. autant de bonheur que un combat exceptionnel que j'ai Ouais. fait au UFC, tu Ouais. vois. Donc, il n'y a pas de petite victoire, tu vois. Donc, Ouais, donc il y en a, ils se font happer par ça. Mm. Mais moi, tu vois, voilà, ça m'a fait au début, mais hop, j'ai compris que t'as vite moi, compris qu'il fallait... voilà. Après, tu te retrouves, toi, quand tu deviens plus professionnel, tu as des comportements un peu plus professionnels aussi. Ouais, est-ce qu'il y a eu un moment clé où tu t'es demandé et après, qu'est-ce que je fais de ma vie? Le après, Ouais. le après carrière, Ouais. franchement, c'est venu super tard, hein. Moi, je suis un peu comme Sangoku, le caractère, tu vois. Ouais. Il pense qu'à se battre, il pense qu'à sa carrière, il pense qu'à lui, tu vois. Pendant que j'étais combattant, c'est ça. Après, j'ai une famille. C'est vraiment ça C'était qui a là. commencé à me Ouais. déclencher. C'est la famille. Ouais, Le la moment famille, clé, hein. c'est la famille, quoi. Ouais. Ça, on peut en entendre parler comme une rumeur. Oh, quand tu as un enfant, Ouais. oh, tu vas voir, si ça, les choses changent, ici, ça. Bon, tu l'entends, tu vois, tu prends en considération, mais vraiment, quand ça t'arrive, tu te rends compte que la charge de responsabilité qui est sur toi. Ouais. Je me considère quand même assez chanceux que ça m'est arrivé tard dans ma carrière, tu vois, à la fin, quoi. Parce que je pense que ça m'aurait un peu perturbé. Mon destin aurait pu être différent si mon enfant serait arrivé plus tôt. Ouais, plutôt. Ouais. Ouais. Donc, tu vois, le destin, il a choisi de m'offrir ce cadeau plus tard, tu vois, quand j'étais prêt, quand j'étais un homme, Ouais. un peu plus homme, Ouais. tu vois, parce que j'étais pas un homme, t'es un, Ouais, t'es un jeune homme. t'es un jeune homme et tu deviens un homme. T'es un Et petit c'est ça, gar- ouais, tu es un un homme. petit garçon, jeune homme, homme. Et c'était vraiment l'élément déclencheur, tu vois. Ouais. Ça s'est fait naturellement, sans forcer. C'est pas comme si, j'ai des, je me suis pas senti. Ouais, descendre. Non, c'était comme, je suis un homme, je suis papa, j'assume. Tu vois, c'était plus vraiment avec fierté, un devoir, mais pas une victime de devenir père. Ouais. Tu vois, je veux dire, oh, je suis père, oh, c'est plus pareil, oh, je peux plus sortir, Ouais. oh, je peux plus aller m'entraîner comme je veux. Non, tu vois, c'était. Tu vois, vraiment, Un peu la j'ai détermination. embrassé La détermination de combattant, c'est un peu la même chose. C'est t'as l'impression d'avoir de devoir encore plus assurer, être encore plus plutôt que d'avancer, d'être meilleur, quoi. Ouais, Que plutôt de te dire que t'as un poids, que c'est quelque chose, que tu peux pas, c'est ça. que t'es obligé d'abandonner des choses. Non. Et tout. Ouais. Il faut être léger. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à penser un petit peu. Ouais, j'ai commencé à penser un petit peu, et puis j'y pensais pas au milieu des préparations de combat ou quoi que ce soit. Mais après combat, par exemple, je mettais du temps à prévoir un après-carrière. Mm. Tu vois, à commencer à vraiment pencher sur la discussion, Ouais. à ouvrir juste à ouvrir un dialogue. Ouais. Parce qu'avant, je fermais le dialogue. Ouais. Tu vois, quand ma famille me le disait, m'en parlait, oh, j'y pense pas. Tu vois, alors, je faisais changer de sujet, tu Ouais. vois. Puis avec d'autres amis, et puis des gens qui sont complètement hors du contexte du combat, tu vois, qui comprennent pas trop le combat. Ouais. Mais qui me disaient, alors, et après, il faut faire quoi, Puis là, ces Là, tu questions-là commençais à- étaient trop pour moi, tu vois. Ouais. Et Il là, fallait que je sorte de ça. Et là, tu commençais un peu à. Et là, voilà, je commençais à embrasser l'après-carrière tranquillement, vraiment, à adopter l'idée que ça va s'arrêter. Ouais. Tu vois. Donc voilà, donc j'ai essayé. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, bon, presque 20 ans de carrière, ça peut pas. Il faut que ça me serve, tu vois. Il faut que ça me serve, il faut que je reste dans le truc. Je peux pas partir sur autre chose. Tu vois, j'ai bâti quelque chose dans le sport. Donc, je sais pas quoi, mais il va falloir que ça reste dans le sport. Tu De vois. toute façon, c'est la base de ce que tu as fait aujourd'hui, d'ouvrir une salle, c'est la base de l'entrepreneuriat, de rester dans ta zone de génie Ouais, où tu excelles exact. et d'en faire quelque chose qui te permet de rendre ça, Ah, tu l'as très bien dit. Ouais. de monétiser ce que tu fais. Pour, Ce que je fais de mieux, c'est ça. Voilà. Et surtout, voilà, comme une phrase très motivante, c'est fais ce que tu aimes et tu n'auras pas l'impression de travailler. ouais, c'est ça. Tu vois. Donc, je suis vraiment resté toujours accroché sur ça, et Ouais. ça m'a aidé dans le transfert. C'est ça. Tu comptes pas tes heures et tu y vas, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que les gens ne savent pas sur ce que c'est vraiment d'être un combattant pro? Parce que tu disais, là, tu parlais parfois avec des gens Ouais. qui ne sont pas du tout du métier de ça. Lambda, on va Ouais, dire. voilà, Ouais. qui te disent, ouais, mais tu vas faire quoi après? Parce que pour eux, c'est...
C'est quoi le truc que les gens ne savent pas sur un combattant pro Euh, pour toi? je pense que c'est le sacrifice. Vraiment le sacrifice. Mais ils ne se rendent pas compte à quel point le sacrifice est là. C'est que vu que j'étais expat au Canada, je ne suis pas né au Canada, tu vois, donc j'ai raté beaucoup d'épisodes familiales. Tu vois, j'ai raté beaucoup de Noël, j'ai raté beaucoup d'anniversaires de mes parents, des anniversaires de mes neveux, anniversaires de mes frères et sœurs. Voilà. Quand je retournais en France, d'un seul coup, mon neveu, il fait 1m80. Ouais. Je veux dire, j'ai loupé beaucoup d'épisodes familiales. Après, j'ai pas loupé que leur épisode, j'ai aussi loupé des épisodes à moi. Il y a des anniversaires, j'ai pas fêté. Des Noëls où je l'ai passé tout seul dans mon appart. Des jours de l'an, pareil, où je suis pas sorti parce que j'avais un combat peut-être dans 2 semaines ou 3 semaines. Ouais, bah oui. Donc j'allais pas sortir faire la fête et me distraire, tu vois. Il y en a qui font ça très bien, hein. Ils peuvent sortir et rester concentrés. Tu vois, j'ai des amis, je nommerai pas les noms comme ça vite fait, mais sortir pour eux c'est leur thérapie, tu vois. Mais moi non, il faut que je reste concentré, je me fais rapidement distraire. Donc voilà, non, voilà, tu rates beaucoup de choses comme ça. Ta santé aussi, tu vois, tu mets ta santé à risque tous les jours. Tous les jours, je voyais des partenaires, enfin pas tous les jours, mais ça arrivait très souvent, très très souvent. Une blessure, voilà, il casse une cheville, il casse une carrière finie. Tu vois, même à moi, avec un autre partenaire, c'est arrivé, tu vois. Il faisait un retour, et puis je pars sur une mise au sol, je pars sur un double jambe assez costaud. Son pied est resté accroché sur le matelas, et son tibia péroné a sauté. Tu vois, j'ai entendu un craquement comme un arbre qui se casse. C'était horrible, tout le monde s'est arrêté de s'entraîner, tu vois. Puis il criait et tout ça, j'étais là, aucun pouvoir, tu vois. Et ça a arrêté sa carrière. Donc, il s'est plus jamais battu, tu vois. Donc voilà, il y a tout ça. Puis lui aussi, il a fait les sacrifices que j'ai fait. Ah, c'est ça. Tu vois, il avait déjà une famille aussi. Il a mis son travail de côté. Il a mis. Donc voilà, donc j'étais exposé à ça tous les jours parce que tu t'entraînes 5 heures par jour, tu vois. Donc je fais du jiu-jitsu, je fais du muay thai, je fais plein de choses. Donc je peux être blessé dans plein de choses, tu vois. Et donc voilà, donc ouais, tu passes à côté de beaucoup de choses. Le sacrifice aussi, la nourriture, tu vois. Faut faire attention à ce que tu manges et tout. Après, ça devient un lifestyle. Au début, c'est des sacrifices. Quand on parle, ça sonne comme des sacrifices, mais après, quand tu es dans le truc, tu vois pas ça comme un sacrifice. Tu vois ça comme quelque chose qu'il faut faire. Ouais. Et après, quand tu sors de ça, tu te rends compte de ce que tu es passé là-dedans. Voilà, c'est plutôt quand tu as un recul. Quand tu as un recul là-dessus. Quand tu as un recul, tu te dis. Aujourd'hui, c'est quoi le truc, et je pense que tu vas me dire pareil, mais c'est quoi ce qui te fait vibrer autant qu'un combat à l'époque dans ta vie d'aujourd'hui? Dans ma vie d'aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne ce truc-là, cet objectif, cette flamme? Oui, de toute façon, voilà, je suis avec mon parcours depuis tout jeune, on voit que je suis un adrénaline junkie. Tu vois, donc il me faut ma dose d'adrénaline. Hein, t'as capté direct. Donc là, mon adrénaline, je la trouve je pense dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, ça fait mon shift. Mais c'est une adrénaline différente. Tu vois, c'est pas ma vie qui est en jeu. Avant, c'était mon adrénaline, c'était ma vie qui est en jeu. Donc tu fais face à un prédateur dans la jungle. Tu vois, c'est d'un seul coup, tu te balades dans la jungle, t'es lambda. Tu vois, voilà, on peut mettre ça comme ça. T'es lambda, tu te promènes dans la forêt, puis boum, tu tombes en face d'un tigre affamé. Voilà, ça c'est le genre d'adrénaline que tu vas avoir. Tu vois, t'es pas spécialement sportif, t'es pas spécialement t'as pas spécialement un cardio de ouf, mais je te garantis que tu vas galoper comme jamais t'as galopé dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vas avoir un shoot d'adrénaline que t'as reçu de nulle part ailleurs. C'est ça que tu recherches, toi. Et c'est ça que je recherche, mais je l'aurai plus jamais. Je l'aurai plus jamais. Donc là, j'ai une petite adrénaline, mais t'arrives à le choper, qui n'est pas dans le risque. C'est le risque financier. Tu vois, c'est les risques que tu prends financièrement. Tu vois, c'est plusieurs fois. Voilà, c'est mon graphique. Tu vois, c'est plus temps, moins temps, plus temps, moins temps. Tu vois, et puis toujours pour remonter, pour rebondir. Donc voilà, tu sais, tu fais comme un rodéo, tu vois. Puis tu rencontres toutes sortes de personnages, comme dans le combat. Tu rencontres des crapules, tu rencontres des gens qui sont juste là pour t'arnaquer.
Tu rencontres des gens qui sont juste là pour prendre avantage de toi. Tu rencontres des bonnes personnes. Tu vois, il n'y a pas que du mauvais. Tu rencontres des bonnes personnes qui te font avancer. Mais dans le business, tu vois, des personnes avec qui t'associer. Ouais. Mais le truc, c'est que tu peux pas résoudre les problèmes avec tes mains comme je faisais avant. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Avec un partenaire, je rencontrais un dilemme dans l'entraînement. Il me donnait du fil à retordre. Ben, ça se réglait avec ça, tu vois. Ouais. Mais là, c'est différent. Tu dois penser différemment. C'est ça. Puis j'étais très ceinture blanche. Ouais. Socialement, en fait. Ouais. Et oui, parce que tu t'es entraîné, on va dire, à fond dans les arts martiaux. Et oui. Et tu en as oublié la partie entrepreneuriale. Carrément. Et du coup, tu es tout nouveau dans ce domaine. Vraiment. Et au début, je me suis fait bouffer. Ouais. J'ai ouvert un premier gym, déjà, avant celui-là. Et je me suis fait arnaquer complètement. Ouais. Ah ouais. Je me suis fait arnaquer complètement. Ici, à Dubaï? À Dubaï, monsieur. Ouais. À Dubaï, il y a beaucoup de scams. Beaucoup de scams. Mais le gars était là depuis 14 ans. 14-15 ans, il était là. Et, tu vois, je vois avec tout ce que j'ai appris déjà en l'espace de 2-3 ans. J'ai le mec 14 ans. Et puis en plus, il a de l'argent. Ça fait longtemps que c'est un boss. Tu vois, il est venu ici en tant que boss. Donc ça fait 15 ans qu'il est boss à Dubaï, tu vois. Puis beaucoup de succès. Il a vraiment beaucoup de succès. Et il me l'a fait à l'envers de ouf. Il me l'a fait à l'envers. Rien que sur cette histoire-là qui a duré 1 an. Putain, je peux faire un long métrage. Ah ouais. Ça sera le nouveau pitch je te jure. de Nordine Taleb, le film à Dubaï. Je te jure. Ouais, Nordine, l'entrepreneur, tu vois. Non, il me l'a mis. Il a essayé de me la mettre profond. Ouais. Non seulement il a essayé de me la mettre profond financièrement, il a essayé de me la mettre profond niveau business, et il a essayé de me la mettre profond niveau famille aussi. Ouais. Il m'a attaqué de tous les côtés, l'enfoiré. Ah ouais. Il avait de l'expérience. Le truc, c'est que moi, j'étais tellement. C'est le labrador tout content, excité pour son nouveau projet. Tu vois ce que je veux dire? Un truc qui prend forme. Un truc qui prend forme et tout, une nouvelle chose, nouveau départ. Ouais. Et c'est ça, ma famille super excitée pour moi et tout ça. Et là, je tombe sur cet enfoiré, tu vois. et ouais, donc, il a saisi ça, il l'a vu, tu vois. Combien de temps après tu t'es rendu compte que tu as senti l'arnaque? Ben écoute, presque 1 an. Ouais. Presque 1 an. J'ai eu des signes avant-coureurs, mais je pense que je me suis un peu... Il faut que je regarde ça avec un peu plus de recul. Sûrement qu'il a dû donner des signes avant-coureurs que j'ai dû comprendre. Mais comme tu étais novice dans le truc, tu t'es dit, est-ce que c'est pas... C'est normal ou quoi, tu vois, il sait mieux que moi. Tu vois, il fait de l'entrepreneuriat depuis bien longtemps. Il est déjà multimillionnaire. Ouais. Il est déjà, tu vois... Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, tu vois, je veux dire. Tac, 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 tac. Et puis quand j'ai vu qu'il plaçait son échiquier, je veux dire, et puis que moi, j'étais prêt à me faire bouffer, tu vois, et puis de la bonne façon, tu vois. Ouais. Donc voilà. Voilà, il me l'a fait, on va dire, comme on dit dans le milieu, il me l'a fait sale. Ouais. Il me l'a fait super sale. Et un jour, on en parlera, tu vois, parce que il faut que le monde y sache. Ça peut aider aussi d'autres gens qui se lancent et tout ça, tu vois. On voit beaucoup Dubaï. Ce qui m'est arrivé, je le souhaite à personne. Hein, parce que je suis reparti, j'ai retouché le fond. Ouais. J'ai retouché le fond. C'est-à-dire que tu le souhaites à personne parce que tu te dis si la personne elle n'a pas le mental pour repartir ou quoi, elle peut vite rester en bas, quoi. Ah ouais. Je suis passé vraiment, ça m'a fait mal. Ouais. Plus mal qu'une défaite en combat, tu vois. Ça m'a fait vraiment plus mal qu'une défaite. La défaite en combat, tu l'as, comment dire, tu peux en avoir le contrôle un petit peu. C'est toi. C'est toi, c'est ça, ça dépend de toi. Ouais. Ça dépend de toi. Tu sais très bien si tu as loupé un truc et tout. Là, tu n'as pas d'emprise. Pas d'emprise, désarmé. Tu ne peux pas régler ça avec... Tu ne peux pas régler comme tu pourrais faire. C'est des codes vraiment différents, tu vois. Ouais. Et puis ça m'aurait plus amené... Je suis un combattant. Tu vois, je veux dire, c'est comme je te disais tout à l'heure, je faisais une anecdote sur un chat domestique. Ouais. Mais voilà, tu donnes des croquettes tous les jours, il voit un oiseau, boum, c'est un prédateur direct. Tu vois. Donc, j'ai cet instinct profond où quelqu'un qui s'essaye avec moi, tu vois, qui joue avec... C'est de suite le Nordine du combat qui sort. Mais c'est pas le bon, c'est pas celui qu'il faut sortir. Oui, tu peux pas, c'est pas le... Et cette carte-là, je l'avais pas encore, mais heureusement que ma femme et certaines personnes proches de mon entourage m'ont conseillé, parce que j'ai pas pris toutes les décisions d'après cette histoire tout seul, parce que mon histoire tout seul, c'était
c'est bien évident qu'est-ce que j'aurais fait. Ouais, bah, Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pas faire ça. Ouais. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes dans la vie normale. Ouais. On règle pas les choses avec la T'avais violence. pas les solutions entrepreneuriales, on va dire. T'es Non. allé les chercher ailleurs autour par les gens qui j'ai été t'entourent. chercher des conseils. Tu vois, j'ai eu l'humilité de chercher des conseils à l'extérieur. Ok, moi je sais pas comment résoudre le truc. Dites-moi un petit peu comment ça se passe ici. C'est ça. C'est quoi ce monde? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Et puis vraiment, j'ai été, comment dire, émotionnellement, j'ai trouvé beaucoup de support. Ouais. Ouais, j'ai trouvé vraiment beaucoup de support émotionnellement. Ça m'a permis de refaire un plan d'attaque direct. Et voilà, de utiliser en fait ma mauvaise expérience, de la tourner en une bonne expérience, tu vois. Parce qu'on a fait j'ai fait beaucoup d'erreurs quand même avec ce partnership. Même dans le bâtissement, je peux dire ça? Non. Pour la construction. La construction, ouais. Il y a du canadien, de l'anglais. Excusez-moi. Jean-Claude Van Damme, comme tu me dis. Je parle anglais à 80% du temps. Ouais. Donc voilà, dans la construction, j'ai fait des erreurs voilà, que je n'ai pas reproduit spécialement pour la construction de ce gym-là. Donc ça s'est fait plus vite, mieux, voilà, plus clair. Voilà. Donc ça m'a servi. Donc voilà, c'était de rebondir, d'utiliser les erreurs pour faire mieux. Et du coup, ça me permet de rebondir sur cette question qui si tu pouvais parler au Nordine de 20 ans, tu lui donnerais quoi comme conseil que tu as appris trop tard? Que j'ai appris trop tard, c'est ce qu'on vient de parler, tu vois, c'est le côté social. Tu vois, tu aurais dit de ne pas le mettre de côté. Mais de ne pas le mettre de côté. Voilà. Tu n'en as pas besoin là. Ouais. Tu en auras besoin plus tard, donc commence déjà un petit peu à... Parce que comment dire, si je devrais me souvenir de mes erreurs que j'ai commises, c'est vraiment des erreurs interactives que j'ai eues, comment dire, des erreurs que j'ai commises socialement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas vraiment des erreurs, j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû faire ça. Non, c'est les erreurs qui me portent sur le cœur un petit peu. C'est les erreurs que j'ai fait socialement avec d'autres personnes, tu vois, que j'aurais pu avoir un peu plus de tact. J'aurais pu, tu vois, on n'est pas parfait, tu vois. Puis j'étais quand même combattant. Tu vois, j'étais pas diplomate ou tu parlais avec les mains, on va dire, comme on dit. Tu parles avec les poings, mais tu parles pas avec la. C'est ça. Donc j'avais des lacunes. J'avais des lacunes, tu vois. Donc j'ai sorti la meilleure version de moi-même quand même avec beaucoup de personnes. Mais il y a des personnes qui n'ont pas spécialement vu la meilleure facette de ma part. Donc, il y a des personnes qui ne me connaissent pas de la meilleure façon, des fois, je pense. Ce serait vraiment le conseil que tu donnerais. Ouais, c'est ça. Voilà, reste social, reste social, un peu plus à l'écoute, mais reste concentré quand même sur toi. Et puis aussi, comment dire... Ouais, en fait, ce conseil-là, il m'aurait ouvert aussi aux social media, aussi à être plus confortable avec mon image aussi. Nordine, sois confortable avec ton image, crois plus. Parce que je croyais en mes skills, je croyais en mes techniques, en mes habiletés. Hein. Mais bizarrement, je ne croyais pas en mon image. C'est bizarre. Et j'ai entendu, en regardant des interviews d'acteurs et tout ça, par exemple Johnny Depp, il n'aime pas regarder ses films. Je veux dire, il ne regarde pas ses films. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal comme ça. Tu vois. Et puis j'avais un peu ce syndrome-là. Tu vois, je veux dire. Et donc j'aurais dit à ce Nordine-là, non, aime ton image, aime qui tu es, construis ton image là-dessus. Les gens... Et confiance en ton image, tu as confiance en tes points, en tes techniques, en ta capacité physique d'être un combattant, mais tu n'as pas confiance en la personne que tu es. C'est ça. Sois plus en confiance avec ça, sois plus confortable avec toi-même. Voilà. Pour moi, ça, c'est le conseil numéro 1 que je redonnais au Nordine d'avant. Ouais. Bah oui, ça... Et je me le donne aujourd'hui, tous les jours. Mais après, c'est paradoxal aussi parce que d'un côté, tu dois réussir à être sociable, mais d'un autre côté, il faut que tu sois focus aussi quand tu veux gagner. Il faut que tu aies faim, il faut que tu aies... Quand tu es combattant, à un moment, comme tu dis, tu fais des sacrifices et tu te mets à fond dedans. Et c'est dur, en fait, de se mettre à fond et de ne pas se mettre à fond, tu vois. C'est paradoxal dans les deux. Après, social, c'est pas non plus se jeter dans la foule, tu vois. J'ai quand même été assez sélectif des personnes qui m'entourent, tu vois. Mais en général, il faut être... faut être concentré, mais il faut s'ouvrir un peu. Mais c'est pas vraiment s'ouvrir, tu vois, à tout et à n'importe quoi, tu vois. Voilà. Il me reste encore 2 petites questions. L'avant-dernière, c'est en tant que combattant, on parle souvent de discipline physique.
Donc d'être à l'entraînement, de vraiment donner du sien. Mais quelle est la discipline mentale pour toi la plus dure à garder? Ouais, le mindset. Et ton objectif aussi, te rester accroché à ton objectif. Tu vois, Ça- de ne pas te pour faire toi, ouais, distraire. c'est ça la discipline la plus dure à garder, c'est Ouais. ce focus et de garder cette accroche Ouais. d'objectif. Parce que Parce qu'il y a un monde aussi autour de toi. Mm. Tu vois, je veux dire, même on va dire on prend juste le côté asocial de ma part, mais j'avais quand même des partenaires d'entraînement. Vraiment, j'étais en immersion avec mes partenaires. J'ai toujours été bien avec mes partenaires sur les matelas, tu vois. Mais bon, des fois, je suis en train avec eux, puis eux, d'un seul coup, ils partent se combattre, et puis là, ils reviennent contents, ils sont battus, ou ils reviennent tristes parce qu'ils ont perdu. Donc, ça peut jouer aussi. Ça peut jouer aussi. Ça, il faut pas que ça t'affecte non plus, tu vois. Mais quand tu vois leur défaite, quand tu vois leur truc et tout. Puis tu sais que tu as bossé avec lui, tu sais que tu es sur le même programme que lui, et puis ça n'a pas marché pour lui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Puis là, qu'est-ce qui fait dire que ça a marché pour toi? Et après, tu te rends compte, bah, lui, c'est lui, toi, c'est toi. C'est quoi qui te faisait tenir sur ça? Sur le fait de garder cet objectif? Quand tu voyais qu'il... C'est de me remettre en immersion, de ne pas regarder à droite, à gauche. Ouais. Et de... Tu le sentais parfois Oui. Partir un petit peu, hop. Ouais. Bah oui, ça. Oui. Oui, ça arrive. Donc, il faut se recentrer. Et après, il y a des choses qui arrivent que je te rends compte que... Par exemple, on va dire que j'ai fait un super combat samedi, un des plus gros combats de ma carrière. Mais qu'est-ce qui dit que j'aurais fait le même combat le dimanche? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on se rend compte de plein de choses comme ça. Donc, voilà, c'est une question de moment, c'est une question de ci, c'est une question de ça. Ça fait que quand j'ai suivi le même programme que mon gars, mais ça n'a pas marché pour lui, ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché pour moi. Et puis, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas marché pour lui s'il se serait battu un jour avant ou s'il se serait battu un jour après. Ouais. C'est bizarre à dire, hein, mais... En fait, tu te poses si plein d'hypothèses. Ouais. Tu te poses plein d'hypothèses pour t'enlever le doute et t'enlever ce... Ouais. Mais c'est aussi des faits, hein. C'est des hypothèses, mais qui sont aussi des faits. Oui, qui peuvent arriver, vraiment, c'est des trucs. Mais je pense que c'est l'une des choses, tu vois, c'est une bonne réflexion à avoir, de se dire que les hypothèses, les choses qui peuvent arriver existent, c'est vrai. Et il faut s'en servir comme le fait que en fait, tout est possible et tout est impossible, façon de parler. C'est-à-dire que tu peux autant aller, tu peux réussir, tu peux échouer et tout. Donc, du coup, tu as toutes ces possibilités qui sont là, qui sont ouvertes et qui sont disponibles. Donc, du coup, tu peux rester focus sur ton truc. Que si tu te focuses sur le fait de « Ah, il a perdu, moi, je peux perdre. » Et c'est tout. Et ça n'a pas marché pour lui, comme tu dis. Ça risque de pas marcher pour moi. Et tu vois que celle-là, tu risques de sortir de ton objectif. Donc, dès que tu commences à te dire « Ouais, mais il aurait pu gagner comme ça. Mais moi, je fais ça. » Tu commences à te recentrer un peu. Mais comment il a perdu après, tu te rends compte qu'il y a le mental aussi. Son mental, peut-être, il a flanché. Comme moi, après... une fois, ça a flanché pour moi, tu vois. Donc voilà, et puis en regardant le combat, tu te rends compte, et c'est ça, ok, il a fait ça, ok, c'est là où ça s'est passé, ok. En fait, ça marchait. Donc il fallait juste que, il y ait un momentum, et puis bon, le gars, il a saisi. Voilà. Après, c'est pas comme si, comment dire, ok, il a suivi le même programme que moi, ça n'a pas marché pour lui, mais j'affronte pas le même gars qu'il a affronté. C'est un gars complètement différent, avec un style différent. Il y a peut-être un autre programme aussi. Il y a un autre programme, exactement. Donc, c'est pas un clan contre un autre clan, c'est pas prédéterminé. Donc, c'est ça qui te permet, c'est le fait d'être aware. Exactement. Qui te dit, en fait, vraiment, comme tu as tout, tu peux pas te raccrocher à une chose. Donc, forcément, tu peux que penser à ton objectif et essayer de l'atteindre coûte que coûte. En fait. Et tu as un facteur comme quoi ça peut être très, très différent. La dernière question qui est un peu philosophe, hein, on va dire. Voilà, ça va partir loin, ça. Non, qui te demande à réfléchir, mais qui est intéressante, je trouve. C'est une question que tu aimerais qu'on te pose, mais qu'on ne te pose jamais. Une chose dont tu aimerais parfois parler. Moi, je sais qu'il y a parfois des choses que j'aimerais que les gens sachent, que j'aimerais pouvoir enseigner, dire ou quoi, et que je ne vais pas étaler ma science ou faire les choses sur le moment. Et j'aimerais bien qu'on me pose cette question un peu pour pouvoir en parler. Tu vois. Est-ce que tu as un truc comme ça? Hey, Nordine, est-ce que tu sais cuisiner? Un truc con comme ça. Un truc con hors de contexte. Hein? Tu sais cuisiner? Ouais, je cuisine bien. Je cuisine top. C'est toi qui faisais tes repas aussi? Tu te mordrais les doigts. Hein? C'est toi qui faisais tes repas aussi pendant le... Ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Toute ta nutrition et tout ça, tu l'as géré. Tu avais un coach, on va dire, en nutrition qui pouvait te driver. Une direction, mais c'est toi qui faisais... Ouais.
Ouais, c'est moi qui j'ai cuisiné pour toute ma carrière quasiment. J'ai cuisiné. Pour les autres combattants. En dehors du camp, je laissais ma femme cuisiner, tu vois. Ouais. Mais en camp, voilà. c'est- Mais en camp, de toute façon, je m'isolais, je partais, Ouais. pour pas avoir de distraction, tu vois. Mm. Donc je partais vraiment pour m'isoler, parce que je savais que j'allais être égoïste. Ça peut être une source de conflit, Ouais. tu vois. Elle peut ne pas comprendre. Ouais. C'est pas une combattante. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ouais. Si j'ai envie de rester seul, je pense à mon combat ou quoi que ce soit, et qu'elle vient me parler, qu'est-ce que je mets ce soir, ou Et que tu t'en fous est-ce que cette complètement. couleur elle est bien, Ouais. Et il y a des moments où je peux juste là pas répondre ou être un peu rude, Ouais, un peu, tu oui. vois. Dire, Voilà. qu'est-ce que je m'en fous de ta couleur. Et ouais, tu vois, je suis en train de penser à comment je vais pas me faire tuer. Est-ce que tu comprends? Mais ouais, on peut pas. C'est mon problème, pas le sien. Ouais. Donc le fait d'être loin, c'est ça. Ouais, donc tu faisais ta cuisine. Donc Ouais, donc je fais ma cuisine. Ouais, ça pour revenir à la cuisine. Donc voilà, je cuisinais, puis voilà. Tu sais, il faut que ça reste, faut que ça reste diététique. Mm. Et mais il faut aussi. J'adore le goût. Tu vois, je viens du sud de la France. Ouais. La Méditerranée. Méditerranée, ouais. voilà. Tu sais, ça a du goût, quoi. Donc il faut que ça reste goûteux. Ouais. Donc voilà, donc j'ai développé des techniques et tout ça. Et ici, tu arrives à trouver des trucs en bouffe? Ben, écoute, je suis arrivé à Dubaï, j'ai pris le rythme Dubaï. Ouais. C'est-à-dire que je fais plus le ménage, je cuisine plus. Voilà. Ouais. Donc non, ça n'arrive plus. Ça, les gens ne connaissent pas tous ici, ils le découvrent que ici, en fait, tu as une maid et puis tu fais plus rien, quoi. Ouais, une maid, une nanny, Une nanny qui s'occupe. le jardinier, tout, quoi. C'est à l'américaine, hein, c'est pire. C'est pire, ouais, j'ai l'impression que c'est pire. Parce à l'américain en stéroïde. Ouais. Non, c'est pire, c'est pire. Le truc, c'est que. Tout le monde a des nannies, a des maids ici. Le truc, c'est que ça va trop vite ici. Ouais. Ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est ça va trop vite. Tu perds des opportunités comme ça en claquant des doigts. Donc, il faut te détacher de certaines tâches que tu faisais en France qui passent bien ou que tu faisais ailleurs, pas spécialement en France, mais dans l'Ouest, on va dire. Donc, il faut se détacher de ça et il faut déléguer le plus que tu peux. Le plus que tu peux, il faut déléguer pour te concentrer dans ce que tu as à faire. La compétition est rude ici. Ouais. Il y en a combien des gyms? Il y en a combien? Ici, il y a une station-service, un mall, un gym. Tu veux dire? Et ça continue sur des kilomètres. Ça. Donc, des gyms, il y en a plein, il y en a plein. Les cafés et tout. Hier, j'étais angoissé à regarder. Sur mon étage, rien que sur l'étage où on est, il y en a 4. Ah oui, c'est vrai qu'ici, il y en a. Il y a 4 gyms déjà, sur le même étage. Nordine, je viens m'entraîner chez toi, au final, il se retrouve chez moi. Mais ça arrive que le voisin, il se retrouve chez moi. Tu veux dire? Là-bas, c'était mon client, mais. Mais c'est ça. Ou ils me le disent après. Ils ont payé leur abonnement et tout ça, ils s'entraînent avec moi. Et puis, ils me disent... et puis là, je les facture et tout ça. Je dis ça. Mais... ok, mais je venais pour l'autre gym, en fait. Tu vois? Je dis, désolé, qu'est-ce que tu veux faire? Je te rembourse, si tu veux. Je dis, non, mais on s'est déjà entraîné 2-3 fois, donc... J'aime bien, donc... J'aime bien, donc on continue, mais c'est drôle que... Tu vois, je savais pas. Sinon, tu me l'aurais dit de suite, je t'aurais envoyé à côté. Ouais. Moi, j'aime pas la compétition malsaine. Ouais. J'aime pas. D'essayer d'aller prendre les gens. Non, ouais, ils viennent pas. De leur plein gré, ils ont envie de venir ici. Voilà. J'offre des choses... Bon, il y a 4 gyms, mais on n'est pas spécialement concurrents. Tu vois, lui fait quelque chose que moi, je fais pas, et vice-versa. Et l'autre aussi, et l'autre aussi. Tu n'as pas 4 combattants de l'UFC qui sont là et non, c'est ça. Qui proposent ça. D'ailleurs, tu proposes quoi à ta salle? Moi, c'est BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, lutte, Muay Thai et MMA, bien sûr. Et aussi le programme préhabilitation à un sport. Donc, préhabilitation, c'est-à-dire que voilà, tu viens de commencer un sport, on va dire tu commences le tennis, mais tu vois que ton physique ne suit pas, je prépare ton corps pour supporter les efforts physiques du tennis, par exemple, tu vois. Et après, la réhabilitation, si tu t'es blessé et que tu veux revenir dans ta vie de tous les jours ou tu veux revenir en tant qu'athlète, je te remets sur les rails aussi. Donc, j'ai des programmes comme ça. Tu fais des enfants aussi? Oui, je fais les enfants, plus en lutte en jiu-jitsu. Ici, les parents, c'est un peu spécial.
Ils n'aiment pas trop quand les enfants se tapent dessus. Ouais. Tu vois. Enfin, ils voient ça comme ça. Ouais. Alors que moi, je dirige les enfants d'une autre façon, tu vois. Mais, parce que ici, la violence, c'est pas connu en dehors d'un gym Non, ou non, quoi. tout- Il n'y a pas la violence. Tout est fait. La violence est interdite et réprimandée par la loi. Ouais. Tout est fait pour que tu sois un non-violent. Ouais. Tu vois, vraiment, vraiment. Et puis, plus tu restes longtemps ici, plus la violence, tu sais même plus qu'elle existe, en fait. Ouais, c'est ça. Si tu n'es pas attaché à un gym, que tu vois un peu de violence de temps en temps, tu te détaches complètement de toute... Tu as l'impression que tout le monde va être gentil. Tout le monde va être gentil, il n'y a pas d'agressivité, c'est ça. Donc, c'est d'autres sortes d'agressivité. Ces agressivités... sportives. Non, ici, c'est dans le business, c'est dans le business. C'est dans le système bancaire. C'est plus dans l'arrière, dans les scams, ce qu'on dit. Dans les scams, on va dire. Ouais. Même les entreprises, on va dire, legit, on dit légitimes. Ils ont leur taux d'attrape nigo, tu vois. C'est ça. Donc, voilà. C'est plus là-dedans. C'est plus là-dedans, ouais. Mais c'est ça. Donc voilà, donner des coups et tout ça. Donc voilà, pour les enfants, ils les mettent plus au jiu-jitsu ou la lutte. Voilà, ce qu'ils considèrent pas trop violent. Plus comme du judo ou des choses comme ça où ils vont se trouver, ils vont se dire c'est des prises, c'est des trucs comme ça, c'est des roulades, c'est des choses comme ça. Honnêtement, si tu prends les données du judo et de jiu-jitsu et lutte et tu prends Muay Thai, il y a bien plus de blessures, de sales blessures dans ces sports-là que dans le Muay Thai. Un truc, tu te casses quelque chose. Tu vois, c'est fou à y penser, tu vois. Hein. Mais ouais. Regarde ton pote qui s'est pété le tibia péroné. C'est sur un truc de lutte, c'est sur une prise. Ouais, je peux me prendre un exemple d'enfant que j'ai entraîné. Il s'entraîne, ça fait 2 ans qu'il s'entraîne avec moi, Muay Thai et tout ça. Je leur fais envoyer et tout. Franchement, je les fais bien envoyer. Ils ont commencé avec moi, tu vois. Et il y en a un, il s'est cassé la jambe, il y en a un, il s'est cassé le bras. Un autre, il s'est cassé encore la jambe, tu vois, dans le même groupe. Mais un, c'était au foot. L'autre, c'était en allant faire du trampoline. Le trampoline, c'est dangereux. Ouais, l'autre, c'était encore au foot aussi. Tu vois, mais des grosses blessures sales. Avec moi, 2 mois, même pas un bobo. Comme, voilà, à part un petit poc, un petit bleu, un truc comme ça, tu vois. Normal, quoi. Avec des égratignures, du gant, du scratch ou quoi. Mais pas de blessures qui ne font pas aller à l'école le lendemain. Je crois que je me suis cassé une fois en karaté, c'est juste sur... et c'est même pas sur le karaté, c'est que j'avais les chaussettes, et j'étais sur le tatami et ça glisse. Et j'ai fait un mawashi, j'ai un coup de pied circulaire et j'ai glissé et je suis tombé et je me suis pété le bras en tombant. Voilà. En combien d'années? J'étais petit. Mais ça faisait peut-être 4-5 ans. Combien d'années? Tu mets sur 10 ans, combien de fois tu t'es blessé comme ça? Ah non, c'est la seule blessure que je crois que j'ai eue. Voilà. Alors, mais t'as au moins 20 ans de karaté? Ouais, j'ai depuis, c'est ça, plus de 20 ans. Mais ça. Quelqu'un qui a 20 ans de lutte, 20 ans de judo, 20 ans de jiu-jitsu, je te garantis, il ne marche pas sans un bout de scotch sur lui. Là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il est tout rafistolé de partout, il a la face poncée. Ah non, moi, le seul moment où je me suis fait mal, c'est sur des acrobaties, sur des choses comme ça. Mais le karaté, j'ai aucun souvenir de m'être cassé quelque chose. Tu fais du tibia contre tibia à la limite, où tu prends le coude, tu prends le tibia dans le coude, tu as un œuf ou quoi, mais c'est des contusions. Là, tu tapes des scolioses, tu tapes des entorses cervicales, tu tapes des entorses du coude, des dislocations, des fractures, des doigts tordus. Il n'y a personne qui fait 10 ans de jiu-jitsu et qui n'a pas les doigts en zigzag. Ils ont tous du scotch. Pareil, judo, ça te ponce les doigts. Tu as des doigts, on dirait une grenouille tout rond. Les oreilles, les oreilles poncées, tout ça. Donc, les parents, ils ne voyaient pas ça. Ils voyaient ça comme la non-violence. Ils font des roulades entre eux. Ils font des roulades, c'est ça. Mais tu fais 10 ans de Muay Thai, tu peux rester neuf. Là. Des gars, ils sont neufs. Coupure ici et là, ça arrive. C'est ça. Sur 10-20 ans. Contusion, coupure, des trucs. Mais tu peux te casser à la limite un truc un jour. Mais un orteil ou quoi, tu vois, c'est vite fait. Si tu prends des données, tu collectes des données et tu fais un bilan là-dessus. Et t'es allé au Muay Thai. Vraiment, vraiment. Et je leur dis en plus, je leur disais aux parents en joke, en blague, tu vois. Ils disaient, oh, il s'est blessé là. Hein. Et vous devez le garder dans la violence avec moi. Il ne se blessera pas. Là, il rigolait, tu vois. En anglais, ça sonne différent, tu vois. Mais je leur mettais la blague comme ça, tu vois. Et ils disaient, oh oui, il va venir qu'au Muay Thai et tout. Et t'as des cours alors d'enfants des cours d'enfants. Adultes, non, aussi? Oui, adultes aussi, oui, bien sûr, bien sûr. Et où on te retrouve pour ceux qui seraient à Dubaï?
Alors à Dubaï. Français, à Dubaï, ou anglais, hein, parce que tu fais tout. Enfin, tu fais la plupart des courses en anglais, c'est ça? Ouais. Enfin, c'est tout, Ouais, non, mais j'ai une petite communauté française aussi au milieu et je casse toujours anglais, français, anglais, français. Et puis de toute façon, je suis très expressif avec mes gestes et mes mains. Ouais. Donc on comprend. Je peux faire le courant chinois, tu vas comprendre. Ça va, concentre-toi un peu, tu vas savoir de quoi je parle. Non, ouais, je suis. Voilà, il y a une plage très populaire qui s'appelle Kite Beach. Je suis à environ 800 mètres de Kite Beach, sur Sheikh Zayed Road. Sheikh Zayed Road, c'est l'autoroute principale. Voilà, donc c'est là où ils peuvent me trouver, entre Al Manara et Sheikh Zayed Road. C'est là où on peut me trouver. Et après, bon, Google, et puis après, Google, réseaux sociaux et tout ça. Sur les réseaux sociaux, Voilà. Instagram. Et je lance aussi. Je vais me lancer aussi dans les coachings online. Donc, je vais ouvrir ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans un futur très proche. Donc voilà, on va me voir un peu plus. Je m'ouvre un peu plus au monde. Ce que je ne faisais pas avant. Voilà. J'essaie de rattraper un peu le passé parce que je sais qu'il y a quand même une communauté qui veulent me voir. Et que dès que je montre des choses, je vois qu'il y a un engouement. Il y a quand même un palmarès derrière, il y a une carrière, il y a un truc, on n'arrive pas là sans rien, en fait. Non, c'est ça. Et qu'on le veuille ou non, il y a des choses à apprendre, quoi. C'est ça. Et puis je me sens un peu redevable, tu vois, parce qu'il y a du monde c'est pas tout le monde qui peut voyager. C'est ça. Il y a un suivi d'après-carrière. Et qu'est-ce que Nordine est devenu, tu vois, j'ai quand même un petit, comment dire, une base de fans qui était là quand même. Là, on va savoir que tu sais cuisiner. Alors que je sais cuisiner et tout, ouais. Masterchef. Nordine sur YouTube, online, apprendre à faire la cuisine. Mais tu sais quoi, c'est pas fou et franchement, je serais, je serais game de le faire. Ben, ce serait en plus dans ce que tu veux te donner en plus. Parce que un l'alimentation. Volkanovski, il le fait. Je sais pas si le nom il te parle, c'est un champion UFC. Volkanovski, il fait une chaîne où il cuisine. Ben, la bouffe, c'est quand même l'un des trucs importants aussi pour les sportifs. C'est partie de la diète, bien sûr. Donc, il faut. Donc on peut te retrouver sur tout ça. On peut retrouver sur tout ça. On va me voir un peu plus bientôt sur ma chaîne YouTube que je vais ouvrir. On peut commencer à me suivre sur Instagram. Nordine Taleb. Nordine Taleb, ouais. TNT MMA. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et ici, à la salle. Et aussi, je suis dans un projet d'ouvrir un hôtel à Zanzibar. Donc, qui va être un sports retreat, donc une retraite sportive. Je sais pas si ça se dit en anglais, retraite. Si, ils font de la retraite pilates, même pour Marjorie. Retraite pilates, ça se dit comme ça. La retraite, c'est des retraites. Yoga, pilates, sport. Enfin, tu vas dans un endroit pendant une semaine et tu es focus dedans avec des programmes. Donc, j'ai fait un truc sur la plage. Tu vois, l'hôtel, il est sur la plage. Il n'y a pas de vis-à-vis devant. Il y a une cinquantaine de chambres, piscine et tout sera orienté sur le sport et le bien-être. Donc voilà, il y aura pas, c'est pas un hôtel où tu feras la fête, où tu boiras de l'alcool et tout ça. Ce sera vraiment. Ce sera des packages où les gens ils viennent pendant. Ils s'entraînent. Ils s'entraînent, ils sont logés sur place, ils profitent aussi de la journée, de ce qu'il y a, de la plage et tout. Oui, la plage c'est paradisiaque. Zanzibar, on peut regarder un petit peu, c'est paradisiaque. Je mettrai plus de détails quand tous les détails viendront, mais je donne un petit aperçu de ce qui va se passer. Et voilà, donc ma communauté pourra venir. Donc ce qu'ils trouveront là-bas, c'est voilà, j'essaierai d'amener des pointures dans le sport pour donner leur séminaire. Donc les gens ils pourront signer, souscrire pour venir faire un séminaire là-bas. Encadrement total, logement, billets d'avion, ce qui ne rend pas cher aussi. La bouffe sur place. Donc, j'essaierai de faire une formule tout inclus. Oui, c'est ça. Avec même excursion et tout ça. Donc, voilà, je pense sur une semaine, ce qui marchera le mieux. Après c'est une île, Zanzibar. Donc, une semaine après. 5 jours, une semaine, c'est. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Tu peux faire plus, mais voilà. Tu viens, on va dire, tu viens une semaine. Voilà. Ça te fait triste de partir et tu veux revenir. Tu vois, mais si tu restes plus. Oui, tu vas vite t'embêter plus. Voilà, tu vas t'embêter. Voilà. C'est quand même une île et tout ça. Voilà. Le centre d'intérêt va se passer là. Donc, voilà, donc on peut te retrouver un peu de partout. Un peu partout, Là, Dubaï, Zanzibar, et puis après les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux en ligne. International. Voilà. Bon, c'était cool. Ça fait un bon petit podcast, je pense, d'une heure et demie. Cool. Voilà. Merci à toi, Nordine. C'est un grand plaisir. Le deuxième épisode pour l'anecdote. Nordine, on se connaît depuis
Ah oui, oui, non, on se connaît où là? Il n'y a plus C'est mon d'âge. père, c'est vrai. C'est mon père. Je suis ton grand-oncle. Ouais, c'est ça. Et, Ouais, c'est plus d'âge. mon père qui avait Nordine Et ouais, il me surveillait à l'école, à ton père. l'école. Et, ouais. Ah ouais, ton père il me surveillait à Et l'école. mon frère qui a le même âge. J'avais Ouais. 5 ans, quelque chose comme ça. Ton père était déjà là. À chaque fois, il nous ressort la photo du journal ou breakdance quand tu avais 14 ans avec Mickaël, avec mon frère. Ah, il y a encore ça. Oh, il a j'ai pas vu toujours cet archive-là. Sérieux? l'archive. Je suis en train de danser? T'es en train de danser ou je suis en train Incroyable. de faire un truc, je faisais un truc de breakdance, je sais pas quoi. Incroyable. Incroyable. Ah, ton père, il était dans toutes les organisations. Il a fait beaucoup pour les jeunes. Ouais. Il a fait énormément pour les jeunes. J'adore ton père. Et il a toujours fait pour les jeunes. Tout le monde l'adore d'ailleurs. éducateur Tout le monde, il n'y a ouais. pas un enfant de ma génération. Oh, David. Ouais. Tout le monde l'adore. Ouais. Il est, tu vois, il est caché à des réseaux sociaux et des trucs comme ça, Ouais, mais il ouais, faudrait plus de personnes comme ça en avant sur les. Vraiment. Sur les, Non, c'est sur une les pépite. réseaux. Hein. Ouais. Ton père, c'est vraiment une pépite. Ouais. Il a vraiment beaucoup apporté. Pour les jeunes, pour les jeunes, le jeune délinquant, les jeunes délinquants aussi, de les sortir. Ouais. Il y en a beaucoup qui n'auraient pas eu le futur qu'ils auraient eu s'il n'y avait pas eu ton père au milieu, tu vois. C'est ça. Rien que la crainte, parce que ton père, il n'avait pas peur de tirer les oreilles, tu vois. Non. À l'époque, ça se faisait, tu vois. C'est ça. Ton père, il m'a tiré les oreilles plein de fois. Ouais. Tirer les oreilles ou tirer les pattes. Comme ça, tu sais, tac. Mais j'étais un enfant turbulent aussi, tu vois, très excité, hyper actif. Donc voilà, il faut montrer autorité, tu vois. Et vraiment, il a fait de la bonne façon, il a fait énormément. Les sorties pour les jeunes à Covelin, les trucs, il y avait plein de choses. Quoi. Ouais, il organisait ça, des sorties, des machins. Non, franchement, ton père, énorme. C'est pour ça que ça fait des années. Donc c'est cool de t'avoir sur cet épisode. En plus, sur mon. Toi, je t'ai vu tout petit, t'avais. Je sais pas. Mais je crois qu'il y a la poussette encore. Ouais, mais je pense, parce que mon frère, il a 9 ans de plus que moi. Donc, donc... Ça, ton frère était déjà jeune, moi j'étais un peu plus grand. Ouais. Et non, incroyable. C'est une histoire de famille. Hein. Ouais. Je suis vraiment content de voir ici à Dubaï. Là, à Dubaï, tu et vois. qu'on fait un podcast ensemble. C'est génial. Bon, merci à toi. Merci à toi, Max. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. Merci et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.